Laurence Garnier, on va revenir sur tous ces sujets. Vous êtes sénatrice à l'Air de Loire-Atlantique. Vous étiez secrétaire d'État à la consommation dans le gouvernement Barnier. Pour commencer, on va regarder les unes de la presse régionale. D'abord, la une de Midi Libre. Référendum, oui, mais Emmanuel Macron qui a refusé d'interroger les Français sur la réforme des retraites, mais envisage toujours une consultation sur d'autres sujets. La deuxième une, c'est la vôtre, celle de Presse Océan. Police municipale, il faut nous armer. C'est le cri d'alarme des policiers municipaux confrontés à une délinquance toujours plus violente. Le syndicat majoritaire FO dépose un préavis de grève. Et puis la dernière une, celle de la Dépêche. Bétaram, l'heure de vérité pour Bayrou. Il est auditionné aujourd'hui sur cette affaire. Le Premier ministre qui devra répondre sous serment à la question que se posent les Français. Savait-il? Quelle une avez-vous envie de commenter? Bon, elles sont toutes les trois intéressantes. Je souriais en regardant la une du Midi Libre, référendum oui mais. Le principe du référendum étant de répondre par oui ou par non. Mais je vais m'orienter vers la une de Presse Océan, le journal local de Nantes et de la Loire-Atlantique, sur l'armement de la police municipale, qui est un véritable enjeu parce que les politiques de sécurité aujourd'hui doivent être le fruit d'une coopération, d'une coproduction entre l'État, qui assure ses missions régaliennes de sécurité. Et Bruno Retailleau le fait remarquablement. D'ailleurs, à Nantes, on a déjà des résultats, au bout de quelques mois, des résultats tangibles. Les Nantais, les commerçants nous disent que la situation s'améliore. Mais on a aussi besoin d'une action municipale volontariste. Et là, l'outil, ce sont les policiers municipaux. Dans un certain nombre de communes, ils ne sont pas armés. C'est le cas à Nantes, qui a pourtant connu une inflation de l'insécurité au cours des dernières années. Je crois qu'il faut répondre à cette demande des Français, mais aussi, peut-être presque d'abord, des policiers municipaux qui souhaitent à 95% pouvoir bénéficier de cet armement létal. Aujourd'hui, certains d'entre eux, à Nantes, il y a quelques mois, ont dû jeter leur vélo sur des agresseurs. Ça n'est pas acceptable. Il faut que nos policiers municipaux, pour pouvoir défendre la population, puissent d'abord se défendre eux-mêmes. Alors Emmanuel Macron en a parlé hier. Il a dit qu'il souhaitait une loi pour rapprocher les pouvoirs de la police nationale et de la police municipale, et que la police municipale puisse, avec l'accord des maires, travailler sous l'autorité des procureurs sur des questions, notamment les questions de flagrance. C'est la bonne piste ? Bien sûr, tout ce qui ira dans le sens d'une fluidification du lien entre nos policiers municipaux et nos policiers nationaux, d'une forme de complémentarité, va dans le bon sens. Complémentarité parce que l'un ne doit pas remplacer l'autre. Nous avons des policiers nationaux qui sont extrêmement bien formés sur beaucoup de sujets. Je pense au narcotrafic, là aussi, sur lequel nous avons voté une loi au Sénat récemment, qui a été adoptée, qui a été portée, poussée par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Ça doit rester évidemment la compétence de cette police nationale qui est formée, qui a des prérogatives, des moyens pour l'enquête. Mais est-ce que ça ne va pas trop lentement, ce rapprochement ? Doit compléter tout ce travail-là et être en support de nos policiers nationaux. Est-ce que ça ne va pas trop lentement ? Parce que le Beauvau des polices municipales, ça fait des mois qu'on en parle, justement, de ce rapprochement entre police municipale, police nationale. On en parlait déjà après les émeutes. Pourquoi c'est toujours pas fait ? Alors, vous avez raison, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il faut la volonté politique. Et cette volonté politique, elle doit venir de partout. Il y a cette impulsion qui est donnée par le ministre de l'Intérieur, qui a soutenu d'ailleurs le président de la République hier soir. Et je pense qu'il est intéressant de donner davantage de compétences à nos polices municipales. Et puis, il y a les volontés politiques des maires des 35 000 communes de France, puisque la police municipale est sous la responsabilité des maires. Et là, cette volonté politique n'est pas présente partout. Je reprends l'exemple nantais. L'opposition de la maire de Nantes à l'armement de la police municipale est une catastrophe pour la sécurité des Nantais. Dans une ville de plus de 300 000 habitants, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'avoir des policiers municipaux qui ne soient pas convenablement armés pour faire face aux enjeux. Vous parliez de la question du trafic de drogue, elle a été aussi évoquée hier, Emmanuel Macron qui a parlé de la non-narcotrafic, mais qui a aussi dit, je cite, « Il faut aller taper au porte-monnaie des consommateurs ». Vous êtes d'accord ? Je suis entièrement d'accord avec cette approche-là. Il n'y a pas de dealer, il n'y a pas de trafic, s'il n'y a pas au bout de la chaîne des consommateurs qui confortablement, au cours d'une soirée le samedi soir, dans leur canapé avec leurs copains, consomment la drogue qui fait l'objet des trafics dans nos quartiers, dans nos banlieues, qui gangrènent partout notre territoire et qui amène avec lui son flot de violence et de malheur. J'ai rencontré plusieurs fois des familles qui étaient victimes directes, des parents, des mamans de jeunes qui ont été victimes de ces combats, parce qu'en fait ce sont des guerres de territoire, avec des décès, avec des jeunes qui meurent aujourd'hui dans nos quartiers.
Ça n'est plus possible et donc il faut absolument, sur ce sujet-là, qu'on s'arme convenablement, qu'on fasse sur le narcotrafic ce qu'on a fait sur le terrorisme. Et je souhaite véritablement que la loi que nous venons de voter puisse commencer à produire les résultats escomptés. On a, vous le disiez d'ailleurs en regardant les unes de la presse régionale, on attendait beaucoup Emmanuel Macron sur cette question des référendums. Et puis quand on regarde ce matin les unes de la presse régionale, il y en a certains qui titrent sur un « il a dit oui », d'autres il a dit non, d'autres il a ouvert la porte. Est-ce qu'il a manqué de clarté sur ce sujet ? Sur ce sujet, comme sur un certain nombre d'autres, je crois qu'on touche aux limites du « en même temps ». Vous le dites très bien, vos collègues de la presse écrite ont entendu la même chose que vous et moi et n'ont pas compris la même chose. Parce qu'on est toujours dans cette forme d'ambiguïté qui, finalement, je crois, abîme la clarté de la parole public et politique. On a besoin de retrouver cette clarté. Vous savez qu'il y a au sein de la droite des élections internes qui auront lieu à la fin de la semaine. Bruno Retailleau est un homme qui parle clair et je crois que c'est ça qui aujourd'hui intéresse les Français. Parce qu'on a besoin de renouer avec cette crédibilité et cette clarté de la parole et de l'action publique. C'est ça qui a manqué, je crois, au cours du quinquennat précédent et du quinquennat actuel du président de la République. Alors, il y a un sujet sur lequel Bruno Retailleau, entre autres, fait entendre sa voix en ce moment au sein du gouvernement, c'est la question de la fin de vie. Le texte est examiné en ce moment même à l'Assemblée nationale. Et hier, Emmanuel Macron, pour le coup, a ouvert la porte à un référendum en cas de blocage du Parlement. On va l'écouter. Mais si, à l'issue de ces premières lectures, on voyait qu'au fond, il y a un enlisement, qu'il y a une espèce d'impossibilité d'aller au bout, à ce moment-là, je pense que le référendum peut être une voie pour débloquer et permettre aux Françaises et aux Français de s'exprimer. Mais je le ferai d'abord avec beaucoup de précautions et je ne le ferai que si c'était bloqué. Je pense que d'abord, il y a le travail du Parlement et moi, j'espère qu'il y aura un cheminement respectueux, équilibré qui se fera dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Est-ce qu'en clair, ça veut dire que le vote du Sénat ne va servir à rien? Si le texte ne passe pas au Sénat, il passera par référendum et on sait que les Français y sont favorables. C'est une vraie question puisque le président de la République, en même temps qu'il envisage de faire appel au référendum, dit qu'il est favorable à ce texte de loi. Et donc, moi, ce que j'entends, on parlera du fond après, mais sur la forme, c'est si le vote ne se déroule pas comme je le souhaite, moi, président de la République, favorable à la fin de vie, eh bien, je ferai un référendum. Donc, sur la méthode, je trouve que ça interroge. Le texte est en débat actuellement à l'Assemblée nationale. Il viendra ensuite au Sénat. C'est un texte qui est complexe, dont il est difficile de parler en quelques minutes, mais quand même quelques éléments. D'abord, la question des soins palliatifs, qui est première. Aujourd'hui, on a un département sur 5 en France qui manque de soins palliatifs. 400 Français chaque jour qui décèdent sans avoir pu bénéficier de ces soins palliatifs. C'est au cœur du sujet parce qu'on sait que lorsqu'on bénéficie de soins palliatifs, l'immense majorité des patients ne demandent plus à mourir. Donc ça, c'est le premier sujet qu'il faut poser et le redire aux Français parce qu'il faut commencer par appliquer pleinement la loi qui a été votée, la loi Claeys-Leonetti, avant de se précipiter dans une inflation législative nouvelle. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on a un sujet, je trouve, qui est assez peu mis en avant. C'est le désaccord profond de l'immense majorité de nos médecins et du personnel soignant. Je crois que c'est important de le dire parce que ce sont eux les spécialistes et ce sont eux les experts, eux qui côtoient ces patients fragiles et eux qui côtoient la mort au quotidien. Nous sommes évidemment les uns et les autres touchés dans nos vies quotidiennes par le décès de nos proches et c'est un sujet qui est très intime dont il faut parler avec beaucoup de délicatesse. Mais faisons confiance, regardons la vie de nos médecins, de nos experts qui côtoient la mort au quotidien et qui sont opposés à ce texte de loi sur le suicide assisté et l'euthanasie. Je crois qu'ils ont beaucoup à nous dire là-dessus. Et puis, il y a aussi un sujet, moi, qui m'interpelle beaucoup, c'est l'article 17 de cette proposition de loi qui projette de créer un délit d'entrave. C'est-à-dire qu'en tant que fille, en tant que conjoint, en tant que parent, vous ne pourriez pas vous opposer au désir de mort formulé par l'un de vos proches. Ce serait un délit d'entrave, passible d'emprisonnement, passible de 15 000 € d'amende. Je crois que c'est extrêmement grave aujourd'hui. L'humanité
première, la plus essentielle, fait que quand nous sommes face à la souffrance, qu'elle soit physique, psychologique, mentale, d'un de nos proches, on a envie de l'aider, de l'accompagner et certainement pas de le faire mourir. Donc il y a beaucoup de sujets et à mon sens beaucoup de dangers dans le texte de loi tel qu'il est aujourd'hui à l'Assemblée. Un dernier mot rapidement, avant de parler des écrans et des jeunes, du rapport des jeunes aux écrans, il a fermé aussi la porte à un référendum sur l'immigration. Il dit qu'il ne voit pas très bien quel serait le sujet de référendum, alors que Bruno Retailleau en avait refait la demande dimanche. Vous le regrettez ? Je le regrette dans le sens où il y a une véritable préoccupation aujourd'hui des Français sur ce sujet. Cette préoccupation, elle ne doit pas être non plus une caricature. Il y a un certain nombre de questionnements sur les aides sociales, sur la façon dont on acquiert la nationalité française, qui est une opportunité, qui est une chance, qui est tout sauf un dû. Et tous ces sujets-là, effectivement, aujourd'hui, ils interpellent nos concitoyens. Et je pense qu'il serait important qu'ils puissent se prononcer sur ce sujet-là et puis ensuite qu'on puisse décliner sereinement les enjeux qui y sont associés. Autre sujet abordé par le chef de l'État, la question des écrans et des réseaux sociaux qu'il veut interdire. Avant 15 ans, vous avez lancé un groupe de travail sur ce sujet au Sénat. On va en parler avec Stéphane Duguet. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane, bonjour Laurence Garnier. Et Stéphane, on va donc parler de l'exposition des enfants aux écrans avec vous parce que le président a dit hier que c'est l'une de ses priorités. Oui, le président a parlé de la surexposition aux écrans, mais plus particulièrement des réseaux sociaux. Emmanuel Macron veut interdire les réseaux sociaux jusqu'à 15 ans. Écoutez. On a des jeunes, parfois très jeunes, qui vont sur ces réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est pas moi qui le dis, j'ai demandé un rapport qui m'a été rendu il y a 1 an. Les plus grands spécialistes dans le monde ont maintenant écrit des livres, des rapports. Il y a une épidémie de quoi ? De troubles du comportement alimentaire, souvent chez les jeunes filles. Il y a une épidémie de harcèlement sur ces réseaux. De dérèglement du rapport entre les garçons et les filles, parce que par ces réseaux, beaucoup arrivent aussi vers les contenus pornographiques à 12-13 ans. Donc les réseaux sociaux, oui, il faut protéger nos enfants. Et donc je suis pour ma part favorable qu'on impose une vérification de l'âge dans les réseaux sociaux. Cette prise de position du chef de l'État, elle fait écho à celle de la ministre déléguée chargée du numérique. Clara Chapaz se donne 3 mois pour convaincre les plateformes au niveau européen et les forcer à mettre en place ce type de contrôle de l'âge. Et des contrôles que prévoit déjà une loi de 2023. Elle était portée par Laurent Marcangeli. Tout à fait. Cette loi fixe une majorité numérique à 15 ans et demande aux plateformes de mettre en place des dispositifs elles-mêmes des solutions techniques pour faire respecter cette majorité. Et elle prévoit aussi des amendes, si ce n'est pas fait, des amendes qui peuvent grimper jusqu'à 1% du chiffre d'affaires mondial de ces réseaux sociaux. Mais le sujet des écrans ne se limite pas aux réseaux sociaux. Exactement, parce qu'en moyenne, dans un foyer, il y a 10 écrans, téléphones, tablettes, ordinateurs, télévision. Je vous laisse faire le compte chez vous. Et le problème, c'est que les enfants, mais ça vaut aussi pour les adultes, passent beaucoup trop de temps sur ces objets électroniques. Et pour encadrer les écrans, il y a eu 2 propositions de loi, une en 2018 au Sénat, une en 2021 à l'Assemblée, mais elles n'ont jamais été définitivement adoptées. Et autre travail important, Emmanuel Macron parlait, celui de la commission sur les écrans qu'il a demandé en janvier 2024. Oui, un travail de plusieurs mois qui a abouti sur des constats et des recommandations. Déjà, on sait que l'utilisation des écrans a un effet direct ou indirect sur le manque de sommeil, l'activité physique, l'obésité et les maladies chroniques qui y sont associées, mais aussi sur les problèmes de vue. Ce n'est pas tout. Les écrans peuvent aussi entraîner des retards de développement chez l'enfant et aussi avoir des conséquences sur leur santé mentale. C'est un facteur de risque de plus de développer de l'anxiété ou de la dépression. Et que recommandaient les experts ? Des mesures prônées par des psychologues ou des scientifiques depuis plusieurs années déjà. Ils conseillent tout simplement d'interdire les écrans pour les enfants avant 3 ans. Ils en déconseillent l'usage jusqu'à 6 ans si ce n'est pas pour du contenu éducatif. Autre recommandation, pas de téléphone avant 11 ans et pas de téléphone avec Internet avant 13 ans et donc pas de réseaux sociaux avant 15 ans. Je me tourne vers vous, Laurence Garnier. Vous avez lancé un groupe de travail sur le sujet au Sénat. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition d'interdire les réseaux sociaux avant 15 ans ? On le disait, une loi a été adoptée sur le sujet. Est-ce que l'État peut vraiment agir dans ce domaine ? C'est toute la question. Effectivement, on a ensemble dressé un diagnostic qui est convergent. Au cours de ces dernières années, vous l'avez très bien rappelé, il y a eu une prise de conscience collective, en tout cas au niveau du Parlement, au niveau du président de la République, maintenant de la ministre déléguée Clara Chapaz, pour mieux connaître les effets délétères catastrophiques
des écrans et en particulier des réseaux sociaux sur toute notre jeunesse, mais plus largement, vous l'avez dit, également sur les adultes que nous sommes. On a un sujet de compétence parce que certains volets de ces interdictions préconisées relèvent de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle, à ce stade, les décrets d'application de la loi qui instaure une majorité numérique à 15 ans n'ont pas été pris, puisqu'il s'agit aujourd'hui de vérifier la conformité avec le droit de l'Union européenne. La ministre Clara Tchapas est en train de faire ce travail pour, avec un certain nombre d'autres pays de l'Union européenne, pousser nos instances à Bruxelles à prendre ces décisions. Mais la question que nous pouvons nous poser, nous, au niveau national, là où nous avons toutes les compétences pour agir, c'est moins celle des réseaux sociaux eux-mêmes, c'est-à-dire des applications, que celle de l'outil, le téléphone, puisqu'en fait, on parle essentiellement du téléphone. Il y a beaucoup d'écrans chez les uns et chez les autres, mais celui qui est partout avec vous, dans votre poche, dès le matin et jusqu'à tard le soir, dans les chambres, dans les lits de nos enfants, ce sont les téléphones avec les réseaux sociaux. Donc nous, ce à quoi on peut réfléchir au niveau national, c'est la question de l'outil. Comment est-ce qu'on gère l'accompagnement à l'utilisation d'un téléphone portable qui est une fenêtre ouverte sur le monde, avec bien sûr ce qu'il a de meilleur, mais aussi ce qu'il a de pire, la violence, la pornographie, le harcèlement. Et comment est-ce qu'on interdit en deçà d'un certain âge, et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de cette interdiction. Quand on apprend à conduire, à partir de 16 ans, on estime qu'on peut apprendre à conduire pour avoir son permis à 17 ans. Avant 16 ans, on estime qu'on ne peut pas apprendre à conduire. Donc il y a une période pour l'interdiction et il y a une période pour l'accompagnement. C'est tous ces sujets-là qu'il faut travailler. Vous êtes pour l'interdiction du smartphone avant un certain âge ? Oui, je crois clairement qu'il faut avancer vers ces éléments d'interdiction clairs. Pourquoi ? D'abord parce qu'il s'agit de protéger une jeunesse qui aujourd'hui est fragilisée. Il y a les questions de santé publique, l'obésité. Inversement à l'obésité, les questions d'anorexie. On a vu ce qui se passait avec Skinny Talk, cet épouvantable éloge de la maigreur absolue qui touche aujourd'hui nos jeunes filles. Il y a les questions de santé mentale, d'anxiété, de dépression, de troubles de la concentration, de perte du sens de l'effort. Donc il y a tous ces sujets-là sur lesquels on ne peut pas laisser, on ne peut pas sacrifier notre génération. Donc oui, il ne faut pas avoir peur de dire qu'en deçà d'un certain âge, nos enfants ne sont pas outillés, ne sont pas capables de s'approprier correctement ces outils-là, et donc il faut réfléchir à une interdiction. Et comment on peut faire concrètement pour interdire cela ? Parce que les parents peuvent toujours acheter un téléphone portable pour leurs enfants, même s'ils sont en dessous de cet âge-là. Alors, vous avez raison, et l'interdiction a justement aussi cette vertu pédagogique, de sensibilisation. Parce que tant qu'on n'aura pas, nous, parlementaires, des dispositions fortes, et c'est pour ça que je suis favorable à l'interdiction, on ne fera pas comprendre à nos concitoyens qui souvent veulent bien faire, qui évidemment préfèrent que leurs enfants regardent un petit dessin animé sur leur écran plutôt que de gêner dans une salle d'attente ou dans un train ou dans un bus. Donc les parents veulent le bien de leurs enfants. Charge à nous d'avoir des messages clairs, de porter cette interdiction aussi pour faire comprendre aux parents, aux familles que le danger est réel. Un dernier mot, Stéphane ? Oui, Clara Tchapas a lancé hier le défi 10 jours sans écran, justement pour sensibiliser à cette question-là et les enfants et les adultes. Est-ce que pour vous, ce genre d'initiative, ça sert à quelque chose ? C'est dans l'optique de la sensibilisation. Il y a une communication importante qui est faite sur ces semaines sans écran. Ce n'est pas la première fois qu'elles se mettent en place. Il y a des éducateurs qui s'en font le relais. Je crois que c'est important. C'est une première pierre pour tous les enfants qui vont bénéficier de cette expérience. Je pense que chacun va pouvoir mesurer la recherche du temps perdu. Hein, c'est le titre, cette jolie allusion à Proust du rapport qui a été remis au président de la République. On s'aperçoit en fait qu'on gagne beaucoup de temps lorsqu'on n'est pas happé au quotidien par ces écrans. Donc je crois que c'est une expérience de vie en fait qu'il faut pouvoir offrir au plus grand nombre d'entre nous, jeunes et adultes. Donc ça fait partie de la sensibilisation, mais ça ne suffit pas. Merci Stéphane, on se retrouve dans une demi-heure. Pour parler des référendums voulus par Emmanuel Macron, on n'y voit pas beaucoup plus clair. On essaiera d'y voir plus clair dans une demi-heure. On va aller voir l'actualité chez vous en Loire-Atlantique maintenant, Laurence Garnier. On va à Nantes, on retrouve Maëlle Kerguénou. Bonjour Maëlle, merci beaucoup d'être avec nous. On est ravis de vous accueillir dans cette émission. Maëlle, vous êtes journaliste à TV Nantes. Et avec vous, on va parler des enjeux des municipales. C'est en mars prochain, enjeux à Nantes, et particulièrement des incertitudes autour de la droite nantaise.
Bonjour, oui, les élections municipales sont dans moins d'un an et donc à Nantes, l'édile actuelle, Johanna Rolland, également numéro 2 du PS, est candidate à sa réélection. Alors cette année, Laurence Garnier, vous avez décidé de ne pas vous représenter. Vous étiez candidate en 2014 et en 2020 pour vous consacrer donc à votre rôle de sénatrice. Vous avez choisi d'adouber Julien Bainvel qui est conseiller municipal d'opposition ici à Nantes, qui est également conseiller régional des Pays de la Loire, qui était d'ailleurs votre concurrent en 2014. Sauf que voilà, il n'est pas seul dans la course et c'est le problème. Il y a également Foulques Chombar-Delauve, qui est votre épine dans le pied depuis fin 2023, depuis qu'il a annoncé vouloir briguer la mairie de Nantes et, je cite, dégager Johanna Rolland. Lui réclamait une primaire à droite et au centre pour départager les candidats. Mais le centre a décidé il y a quelques jours de choisir Sarah El Haïry comme chef de file. Sarah El Haïry qui est également haut-commissaire à l'enfance au gouvernement. La question est donc simple, Laurence Garnier, comment départager ces deux candidats à droite dans un premier temps, et puis seriez-vous prêt aux Républicains dans un second temps à vous effacer derrière Sarah El Haïry qui jouit d'une notoriété plus importante avec ses fonctions gouvernementales et qui, elle de son côté, a déjà dit qu'elle n'irait pas derrière Julien Bainvel si c'était lui le candidat ou derrière Foulques Chombar-Delauve. Je vous en prie, Laurence Garnier. Bonjour Maëlle, ravie de vous revoir ici sur le plateau de Public Sénat. Alors effectivement, les élections municipales, et c'est une bonne chose, commencent à intéresser nos concitoyens. Dans moins d'un an, en mars 2026, on sera dans ce scrutin, qui est un scrutin essentiel parce que nous avons à Nantes une ville qui s'est abîmée, une ville qui s'est considérablement dégradée. Et d'ailleurs, mes collègues parlementaires ne manquent pas de le souligner à chaque fois qu'on échange sur ce sujet-là. Nantes, qui était une belle ville dont la qualité de vie faisait la réputation, a beaucoup perdu au cours de ces dernières années. Face à cela, on est en train de construire le schéma des prochaines élections municipales. Et comme vous l'avez rappelé, Maëlle, j'ai fait le choix de me consacrer à mon mandat parlementaire, non pas pour quitter les enjeux nantais, mais au contraire parce que je crois à un binôme efficace entre un maire de Nantes, qui, je le souhaite demain, sera mon collègue Julien Bainvel, et une sénatrice nantaise de la Loire-Atlantique. Nantes est une ville de plus de 300 000 habitants. Les enjeux locaux et les enjeux nationaux sont évidemment étroitement mêlés et c'est à ça que je veux travailler. Ça veut dire, pour reprendre la question de Maëlle, que vous n'envisagez pas de vous ranger derrière Sarah El Haïry? Ça veut dire qu'on est en train de construire un schéma qui sera le plus à même de nous faire gagner ensemble face à une maire de Nantes qui aujourd'hui, et c'est ça qui est important, se tourne vers l'extrême gauche. Elle se tourne vers l'extrême gauche pour des raisons électoralistes, et ce sont les Nantais qui en payent le prix. Donc face à cela, nous on est en train de travailler ensemble à un schéma qui nous permette de reprendre cette ville et de reconstruire ce qui a été trop abîmé. Donc vous n'excluez pas une candidature commune du Bloc central? Alors, il faut travailler à l'addition de nos forces, ça c'est une évidence, une addition qui permette de conserver la clarté des lignes politiques des uns et des autres. Je le dis parce que, étant une femme de droite, je n'ai aucune intention de me dissoudre dans un bloc central qui, à mon avis, n'est pas ce que les Français ni ce que les Nantais attendent aujourd'hui. Mais je le dis aussi parce qu'on a besoin de faire des additions. La fusion n'a pas de sens. Si on est tous pareils, on n'arrivera pas à emmener les Nantais vers un projet commun. Il faut qu'on fasse des additions avec toutes les sensibilités que vous avez citées, Maëlle, celles des uns et des autres. Et moi, je souhaite, et je travaille à cela. Alors évidemment, ça prend un peu de temps, et je comprends que la presse locale m'interroge là-dessus, qu'on additionne toutes ces personnalités que vous avez citées, tous ces talents, qui ont chacun leur réseau et leurs compétences pour emmener les projets vers un nouveau projet. Et j'imagine que ça vaut aussi pour 2027, ce que vous venez de nous dire. Merci beaucoup. Merci Maëlle. Merci d'avoir été avec nous pour interroger Laurence Garnier. Merci Laurence Garnier d'avoir été notre invitée pendant cette première demi-heure. On va continuer à parler de l'intervention d'Emmanuel Macron tout de suite avec la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier.